Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans votre tranche info sur Canal 10 Télévision. Et ce soir, nous débutons comme à l'accoutumée avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le lundi 25 mars 2024 et voilà 6 jours maintenant que de grosses perturbations sur le réseau d'approvisionnement en eau potable perturbent le quotidien des Guadeloupéens. Plus de 130 000 foyers ont été privés de la ressource initialement à cause de la sécheresse selon le SMGEAG. C'était avant les déclarations de la préfecture qui, elle, a fait état d'un sabotage du réseau, un amalgame volontaire selon les syndicats qui mettent en exergue la vétusté avérée des canalisations, comme vous pouvez effectivement le constater sur cette vidéo. En tout cas, une enquête devrait déterminer s'il y a eu acte de malveillance ou non, mais en attendant, des travaux de rafistolage ont donc été opérés ce week-end sur le FIDER endommagé, un colmatage qui n'a pas fait long feu et conduit la préfecture à choisir une option plus pérenne. Donc une seconde réparation a débuté aujourd'hui, donc pas de retour à la normale pour les villes notamment de Pointe-à-Pitre, Abîme et Petit-Bourg. La date de fin des travaux n'a pas été communiquée pour l'instant et donc après une semaine sans la ressource vitale, les esprits s'échauffent. Entre tours d'eau toute l'année et coupures prolongées, les associations de défense des usagers de l'eau enjoignent la population à ne plus payer leurs factures. Nouveau Bon de l'eau tenait un bic à parole ce samedi. Regardez. Objectif à rencontre la journée là, c'est que nous, c'est l'association des défense des usagers de l'eau. Donc, tous les jours, usagers à SMGEAG qui téléphonent nous pour ne pas de l'eau, qui j'en pu faire pour arrêter de payer de l'eau. Donc, c'est de là nous avons dit que contester les factures et adhérer à l'association là. Donc, nous avons 5 associations qui ont couvert Guadeloupe. Nouveau Bon de l'eau, Debout pour de l'eau en nous, de l'eau c'est la vie, Maman de l'eau. Et l'eau, si Zabim, Cap Excellence, voilà. En tout cas, ça a conforté nous dans l'analyse, nous avons fait depuis un bon épetant, nous avons créé l'association en 2018. Et depuis 2018, nous avons créé la désobéissance civile, à savoir pas payer de l'eau. Parce que nous estimons que nos légitimes défense, nous ne pouvons pas payer un produit que nous pâtissons tout le temps. Vous savez bien du tout que c'est illégal. L'ONU même a condamné la France pour ça, pour absence d'eau, absence de respect des droits humains et respect des droits à l'enfance, parce que si nous avons manqué par l'année au moins 10 000 écoles, parce que pas de l'eau. Quand il est là, par exemple, le lycée hôtelier fermé. Depuis 3 jours, le lycée hôtelier fermé parce que pas de l'eau gosier. Donc, si nous avons manqué journée de formation à cause de manque d'eau. Et nous ne pouvons pas parler de l'assainissement. Ça venir un paquet de l'année, un recevoir, un paquet de factures et pas de l'eau convenablement. Qui fait un cas de panier de l'eau même du tout. Là, on voit par exemple, on va y coucher, on va dire, l'eau a diminué, on va dire, bon, on va y coucher, pas de problème. Mais là, on lève, c'est ça qui a pire en gaz. Là, on lève le matin, on est des gens qui aillent à l'école, des gens qui aillent travailler, il fait combien à 5h30, 6h du matin, panier anti-filet de l'eau, anti-filet de l'eau. Ça donne si moins de l'eau minérale qu'on a acheté pour nous boire, pour nous cuire manger. Que si nous avons bougé, baigner là-dedans. Donc, quand la ville raide pour nous ça arriver à position à sa présent actuelle. Nous avons souhaité que la population adhère à toutes les associations pour nous arriver à Bulassa et voir pour nous nettoyer, ranger, remplacer les canalisations et bas potable pour nous vivre convenablement en Guadeloupe. Nous passer dans tout petit coin à pays à nous, dans tout petit coin à la Carle, parce que nous dépendons de la Carle. À Pliane, à La Brousse, à Sainte-Anne, à Saint-François, à Brachelonne, à Dibédou, pour nous sembler moun, pour nous faire l'information passer. Parce que nous barrer SMG, des fois là, le 19 février, mais nous, de l'autre côté, il faut nous barrer. Un reportage signé Olivier Moradel. Et maintenant, je reçois Maître Freddy Brion, avocat de la famille de Cédric Cornet. Il est en compagnie de Maître Jimmy Vérité, qui l'accompagne sur cette affaire. Bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Luce.
Donc le 21 mars dernier, la Guadeloupe apprenait une bien triste nouvelle, à savoir le décès de l'ex-maire du Gosier, Cédric Cornet, qui a donc été retrouvé à son domicile. On a une heure approximative, aux alentours des 18h30, il aurait donc été retrouvé en état de rigidité cadavérique. Lors de la présentation effectivement de la procureure sur la première conférence qu'il y a eu à l'issue effectivement du début de l'enquête, elle nous a précisé que donc une autopsie devait être réalisée donc le vendredi 22 mars, ce qui a été fait. Les conclusions de celle-ci amenaient à une mort donc par asphyxie. Ce qui effectivement a surpris tout le monde. Visiblement, même les enquêteurs ont été surpris par cette nouvelle. En tout cas, la procureure a reconnu avoir fait une maladresse donc sur le fait d'avoir dit que l'affaire a été classée, puisque les conclusions ne sont pour l'heure qu'orales et les retranscriptions écrites ont été finalisées d'ailleurs pour l'autopsie uniquement aujourd'hui. Vous l'avez d'ailleurs en votre possession. La famille donc vous a sollicité pour des examens, puisque l'affaire pour elle n'est pas terminée, vous a demandé donc de pouvoir effectuer des examens complémentaires. Avant d'en venir à cette partie, j'aimerais bien qu'on reprenne la chronologie. Donc Maître Brion, est-ce qu'on peut avoir le déroulement donc de cette journée du 21 mars 2024 que s'est-il passé pour Cédric Cornet? Pour nous, avocats, la journée criminelle commence lorsqu'on découvre le corps. Vous savez, lorsqu'on découvre le corps dans un domicile et qu'il n'y a pas d'explication à la mort de la personne qu'on découvre, c'est une scène criminelle. Ça commence à 18h. Moi, je suis sur place à 18h, avant Madame le procureur, en présence de sa femme, qui a appelé le chauffeur. Je suis avec le directeur de cabinet et moi, je viens voir Monsieur Cornet parce qu'on m'a indiqué qu'il a fait un malaise cardiaque. Alors, moi, je m'attends, en arrivant chez Monsieur Cornet, parce que nous avons rendez-vous quelques heures plus tôt pour discuter d'affaires en cours, je m'attends à le sermonner en lui disant « Calme-toi un petit peu, tu vas trop vite, tu vois, tu fais un malaise cardiaque. » Et pas du tout, j'arrive sur place, on me dit qu'il est décédé. À partir de ce moment-là, nous n'avons pas d'informations. Les informations que nous allons avoir, c'est 10, 15 minutes plus tard, et ces informations, eh bien, elles nous sidèrent. Vous avez le SDIS, le représentant du SDIS sur place, qui nous indique que c'est une rupture des cervicales. C'est-à-dire que... C'est le SDIS qui fait état de la rupture des cervicales. C'est le service des pompiers et le directeur du SDIS qui fait le lien avec un groupe WhatsApp qu'ils ont créé. Et sur ce groupe WhatsApp, ils y mettent des informations. Et sur ce groupe WhatsApp se trouve M. Chalus, qui est président du conseil régional, qui prend cette information et qui la met sur le groupe WhatsApp du conseil régional. Et comme ça, à 18h40, l'ensemble de la population est au courant que M. Cornet est décédé, mais ses parents ne le sont pas. Parce que dans cette procédure, c'est la police qui prévient les parents, avec un minimum de prudence, parce que c'est terrible. À quelle heure Harry Chalus effectivement a sorti Monsieur Chalus arrive avec Monsieur Losbar. Non, pas sur les lieux, puisque j'étais sur place, mais quand est-ce qu'il a transféré le message? Donc selon vous, ce serait Harry Chalus qui aurait transféré je ne dis pas Harry Chalus, c'est le groupe sur lequel la région se trouve. Il se trouve que la région est partenaire du SDIS, donc c'est normal. Il se trouve que c'est un journaliste de Guadeloupe La Première qui a confirmé les dires. Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Moi, ce que je sais, c'est que M. Chalus, et je salue sa présence, parce qu'il fallait chaleureusement soutenir la famille, c'est un drame, mais en réalité, si vous voulez, c'est le cheminement normal de l'information. C'est pas M. Chalus qui est en cause. Je pense que j'ai entendu... Le fait que l'information ait été libérée un peu trop tôt. J'ai entendu aujourd'hui que était pris de court. Oui, excusez-moi, mais j'ai entendu aujourd'hui que le SDIS, le responsable du SDIS, déclare « ce n'est pas moi, c'est l'autre ». Alors, on se renvoie la balle. Pour être clair, ils ont effectivement envoyé un communiqué pour démentir avoir confirmé quoi que ce soit. Alors, ça voudrait dire, Monsieur Luce, que la femme de M. Cornet qui est présente, qui a entendu la même chose que moi, qui était présent, le chauffeur qui était présent, qui a entendu le responsable des services des pompiers, nous dire qu'il y avait une rupture des cervicales, ça voudrait dire que nous mentons tous.
et qu'en réalité, il n'y a qu'une personne qui dit la vérité, c'est celle ou celui qui est venu faire des déclarations à la presse. Moi, j'en ai fait aucune. Je suis sorti à 23h30 du domicile de M. Cornet. Je n'ai fait aucune déclaration. Et ce n'était pas pour moi, à l'heure où on en parle à 23h30, une mort accidentelle, parce qu'il n'y avait aucun élément qui pouvait laisser dire que c'était une mort accidentelle. Il n'y avait pas de rapport d'autopsie. J'ai lu que Madame le procureur, avec qui j'ai d'excellentes relations professionnelles. En contact avec vous ? Tout à fait. Nous avons d'excellentes relations, mais nous avons deux métiers différents. Moi, je suis pour la manifestation de la vérité à titre privé. Je ne représente pas l'État et je ne représente pas le ministère de la Justice. Et à partir du moment où j'ai une famille, j'ai un client dont un proche a été retrouvé sans vie, dans des conditions difficiles. Monsieur Cornet, on me l'a reproché, Monsieur Cornet était nu, avec les pieds recroquevillés. Je suis désolé, moi qui fais Vous pouvez nous décrire le positionnement exact? Alors, je n'ai pas les photos aujourd'hui, je n'ai que le rapport des personnes qui sont arrivées sur place, à savoir le chauffeur du maire, une personne dont je ne citerai pas le nom, qui fait partie du conseil municipal, et la femme de Monsieur Cornet. Et ces trois personnes, unanimement, m'indiquent la position au sol nue de M. Cornet, complètement pétrifié, avec la bouche mi-ouverte. On a une scène de crime, on a une situation d'une mort suspecte. Voilà. Puisque la procureure n'est pas présente ce soir, en tout cas, je l'ai eu aujourd'hui, et elle m'a précisé que ce qui a fait qu'ils ont écarté un peu la piste criminelle, c'est qu'il n'y avait pas de personne tiers. Étant donné qu'il n'y avait pas de personne tiers, que techniquement, c'est accidentel. Alors, je vais vous dire, ni vous, ni moi, n'étions à 13h, entre 13h et 17h, au domicile de M. Cornet. Alors, ni vous seul pendant entre 13h ni vous, ni moi ne pouvons affirmer à 100% qu'il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers. Et le rapport d'expertise d'autopsie que l'on m'a confié tardivement aujourd'hui à 16h20, que j'ai communiqué immédiatement à mes confrères, parce que nous sommes un collectif d'avocats que je préside, que j'ai transmis ce rapport d'autopsie tardivement à mes confrères. Nous avons transmis ce rapport d'autopsie à des scientifiques, c'est-à-dire des médecins qui ont l'habitude, et unanimement, ce rapport d'expertise conduirait à dire que nous sommes dans un acte criminel. Alors, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui qu'il faut que les avocats se taisent parce qu'il faut de la courtoisie, il ne faut pas choquer. Non, je suis désolé, je suis avocat. En tout cas, la procureure a dit qu'elle ne fera pas d'obstruction, qu'elle vous donnera tous les éléments qui vous reviennent. Ça, c'est un fait. Mais on aimerait quand même avoir plus de détails, puisque là, vous avez l'air vraiment convaincu qu'il s'agit donc d'un crime. Quel élément, puisqu'on nous dit pas de personne tiers, et on nous dit que l'autopsie, finalement, fait état d'une asphyxie alimentaire, en fait, qui se serait donc étouffée avec des aliments. Je n'ai pas dit qu'il s'agit d'un crime. Je vous explique que sur la topographie des lieux, sur les examens et les constatations qui nous ont été révélées par ce rapport écrit, il existe des probabilités qu'il y ait eu des actes criminels. Et à partir du moment où il y a une piste qui conduit à des actes criminels, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de vérifier tous les éléments. Je pense que M. Cornet le méritait, quels que soient ses détracteurs, les gens qui lui ont marché dessus, les gens qui lui marchent encore dessus sur sa mémoire. Je pense qu'il méritait, comme tout un chacun, et pour toute la population, parce que ça peut arriver à tout le monde, pour toute la population, le droit de connaître la vérité. Surtout lorsque M. Cornet et sa famille, je parle de lui comme s'il était encore vivant, parce que j'ai du mal à le croire. Et lorsque M. Cornet et sa famille sont accompagnés de professionnels, moi je suis un professionnel, je suis diplômé de criminologie depuis 28 ans. Je fais des assises, je regarde des autopsies tout le temps. Ma consoeur fait du pénal et à Paris et en Guadeloupe et en Martinique, nous avons des confrères avec qui nous travaillons qui sont d'excellents pénalistes et qui ont l'habitude. Pourquoi on ne doit pas les écouter? Et pourquoi ces médecins auxquels on fait appel,
on ne doit pas les écouter. Pourquoi? C'est une seule version, celle du service judiciaire. Je rappelle quand même que le service judiciaire est au service de la police, au service du ministère public. Et puis, quelque part, les médecins légistes, ça porte bien le nom, c'est la médecine légale qui il y a quand même deux médecins légistes qui ont effectué l'autopsie. Mais dites-nous quels éléments en fait. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il y a deux médecins? Deux légistes. Deux légistes. Qui vous a dit ça? La procureure elle-même. Eh bien, je crois pouvoir dire que c'est inexact. J'ai le rapport devant les yeux. C'est inexact. Et ça, c'est un élément factuel. Nous avons le nom du médecin légiste qui est assisté par des étudiants. Voilà. Par un technicien de la police technique et scientifique, par un officier de police judiciaire. Je ne savais pas qu'un officier de police judiciaire était médecin. Voilà. Alors, je vous donne la liste. Officier de police judiciaire, technicien de police technique et scientifique, interne de médecine légale. Vous savez, des internes font les urgences au CHU de Pointe-à-Pitre. Une étudiante en 2e année de médecine. Ça ne fait pas d'une étudiante en 2e année de médecine un médecin légiste qui a 10 ou 15 ans d'expérience. Étudiante en 2e année de médecine et un agent d'amphithéâtre au CHU de Pointe-à-Pitre. Il n'y a qu'un médecin. Il n'y en a pas deux. Donc, vous voyez, vous avez déjà un premier élément qui est inexact. Alors, je ne mets pas en cause la parole de Madame le procureur, parce que, encore une fois, nous devons travailler main dans la main. Parce que les avocats, les policiers, les juges, les magistrats du parquet, nous devons être au service de la manifestation de la vérité. Vous avez un monsieur qui a combattu en politique, qui a fait du Gosier la ville qu'elle est aujourd'hui, qui a été décriée, qui a été menacée avec des propos de haine. Aujourd'hui, il se retrouve chez lui, seul, isolé, sachant que par jour, toutes les heures, il passait au moins une 50aine d'appels. Moi, il m'envoyait des SMS à 5 heures du matin. Et qu'on veut me dire que de 12h52 jusqu'à 17h05 et même jusqu'à ce qu'on le découvre décédé, ce monsieur n'avait passé aucun SMS, avait cessé de recevoir des appels et puis qu'il s'était isolé. Monsieur Cornet n'était pas quelqu'un qui s'isolait. Il faut qu'on nous donne des explications. Nous en avons. Nous en avons. Je ne vais pas vous les livrer ce soir parce qu'il y a un problème d'enquête. Nous allons demander. Il y a un problème sur l'enquête. Selon vous, il y a un problème sur l'enquête. Nous allons demander, et Madame le procureur, je lui avais indiqué que ce n'était pas ma perspective. Ma perspective, c'est que je n'avais pas de thèse. J'ai entendu que j'avais une thèse. Moi, je n'ai pas de thèse. Je suis l'avocat de partie civile et je dois être respecté comme mon confrère qui m'assiste, comme les médecins qui m'assistent. Je crois qu'on doit être respecté. Ce n'est pas une thèse. Mais lorsqu'on vous dit quelque chose, on vous dit on n'est pas d'accord, parce qu'on a des soupçons, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'aujourd'hui on a un rapport qui raconte des énormités. Voilà. Quelles énormités? Dites-nous exactement sur quel point. Je ne peux pas vous le dire parce que ce dossier va être transmis à des scientifiques, à d'autres médecins, et je vais demander une contre-expertise. Vous imaginez bien que si aujourd'hui, je vous dis quelles sont les anomalies que nous avons relevées dans ce dossier, eh bien, alors, moi j'ai confiance. J'ai confiance en tout le monde. J'ai confiance plus ou moins à tout ce qui se fait. Mais, vous savez, ma confiance, elle est limitée. Elle est limitée à la partialité. Partialité, impartialité. Donc, il est préférable, dans l'intérêt de la famille, qu'on taise aujourd'hui les anomalies. Il appartiendra à un collège de médecins de vérifier les points que nos médecins, d'ores et déjà, nous ont communiqués sur les énormités que contiennent ce rapport d'autopsie. Mais vous n'avez pas la toxicologie, la toxicologie, vous ne l'avez pas encore? Non. Puisque techniquement, les examens sont pas encore revenus. Oui. Donc, il n'y a pas encore la toxico et l'anatapate, comme il nous disait, pour vérifier effectivement qu'il avait bien, succombé d'un étouffement. Vous remettez cette partie-là en cause, sur l'étouffement? Je remets en cause l'intervention d'un tiers. Ah, c'est sûr. OK.
sur l'intervention donc, du Qui tiers. peut vous me dire qu'il n'y a pas d'intervention de terre? Il y a une échymose. Parce que la maison était fermée, donc apparemment il était enfermé. Mais alors, quelqu'un aurait pu l'enfermer de l'extérieur? Alors demandez au service judiciaire, est-ce qu'ils ont effectué un contrôle des serrures, un contrôle des accès? J'étais présent, je suis resté à l'écart, j'ai observé pendant toute la durée. Moi, je suis resté 5 heures debout à observer. Il n'y a eu aucune constatation des contrôles d'accès à la maison de Dampierre de M. Cornet. Vous savez, il y a une porte principale et au-dessus, vous avez des ouvertures ferraillées où des personnes peuvent s'introduire. Il n'y a eu aucune constatation sur les contrôles d'accès, c'est-à-dire les accès à la maison. Par ailleurs, on vous dit que c'était fermé de l'intérieur. Est-ce que la serrure a été saisie? Je doute. Vous savez, même la nourriture que M. Cornet était en train de manger, nous savons quel restaurant l'a livré, parce que nous avons fait notre enquête, était intacte. Ah, donc il n'a pas touché son plat? Il n'a pas touché la viande. Donc, le plat était intact. Alors, peut-être par l'opération du Saint-Esprit, il a mangé une viande qui venait du ciel. Voyez? Donc, vous voyez, je veux bien qu'on nous prenne pour des imbéciles. Je veux bien qu'on dise que je suis un imbécile, comme mon confrère, que tous ces médecins qui sont des professionnels sont des imbéciles, et que finalement, la justice et puis un médecin légiste a raison. Mais je ne suis pas d'accord, parce que nous avons des éléments inexplorés, inexacts, et on s'achemine certainement vers une plainte pénale. Alors il y a aussi une autre zone d'ombre, vous l'avez souligné, Cédric Cornet était quelqu'un de très joignable, qui était vraiment toujours connecté sur les réseaux sociaux. Son entourage a commencé effectivement à s'inquiéter parce qu'il ne répondait plus ni aux messages, ni aux appels, ni à quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il a été isolé pendant cette fenêtre? Pourquoi il était seul, vraiment seul à ce moment-là? Eh bien non. Vous avez soulevé une bonne question. Non. Personne ne peut répondre, même sa femme. Où était sa femme à ce moment-là? Sa femme était chez ses parents avec son enfant de 4 mois. Puisque lui était censé retourner en mairie, à ce que j'ai compris. Il était censé signer des documents. Généralement, il retournait 2-3 fois dans la journée en mairie. On n'était pas censé savoir qu'il avait rendez-vous avec le directeur de cabinet et moi-même pour faire un bilan. Personne ne pouvait le savoir. Au moment où il est censé être décédé, je me trouvais à la cour d'appel de Basse-Terre. Donc j'avais un appel à lui faire. Bon, je ne vais pas me mettre comme témoin dans ce dossier, mais je sais quand même, on peut remettre ma parole en doute. On est en train de la remettre en doute. Je vois qu'on essaie de nous décrédibiliser. C'est habituel, vous savez, en 28 ans, j'en ai vu d'autres, c'est pas grave. Mais généralement, quand on essaie de décrédibiliser une défense ou des avocats, c'est qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, visiblement, la famille n'entend pas lâcher cette affaire. Vous allez demander donc une contre-expertise assez rapidement. On est sur quel type de délai? La contre-expertise va être demandée dès demain. Dès demain? Dès demain, et nous envisageons un certain nombre d'autres actes judiciaires. Nous allons en discuter. Je travaille avec mon confrère Jimmy de la Guadeloupe, qui m'assiste et qui prend des initiatives sur le dossier très très fortes sur ce dossier. Et elle n'a pas voulu s'exprimer ce soir, mais elle peut vous dire 2 mots, je pense, sur la stratégie que nous avons mise en place, qui est une stratégie de prudence. Avant tout, prudence, parce que M. Cornet était quelqu'un de prudent, me demandait toujours d'être prudent. Justement, comme vous avez dit, vous êtes resté un peu à part les premiers jours. Effectivement, vous étiez là sur la scène, mais vous n'avez pas pris la parole, vous n'avez rien dit. Mais qu'est-ce qui vous a motivé justement à sortir de votre silence? C'est le fait que déjà la famille fasse appel à vous dans un premier temps. Bon, vous étiez déjà leur avocat, mais le fait qu'on dise affaire classée, circuler... Affaire classée et mort accidentelle, naturelle. Moi, ce n'est pas ce que j'ai constaté en étant sur place. Alors, Maître Vérité. Oui, merci. Alors, je pense que nous avons tous été extrêmement choqués par le décès du maire, M. Cornet, et que, effectivement, le fait de dire qu'il se soit
étouffé, ça choque. Et je pense que au plus profond de nous-mêmes, personne ne peut en réalité accepter cette tragédie. Et par respect, en fin de compte, pour la famille de M. Cornet, la défense doit être extrêmement habile et puissante dans ce dossier. Il est vrai que nous avons des portes qui se ferment, puisque on nous a dit de façon assez prématurée qu'il s'agissait d'une mort accidentelle, mort naturelle. Et nous, pour la défense, c'est quelque chose qui ne peut pas être dit aussi rapidement. Et nous devons faire notre travail afin que la vérité puisse se produire, puisse se réaliser. Parce que je pense que toute la population, qu'elle soit guadeloupéenne ou même en France hexagonale, nous attendons des actes forts de la défense. Nous attendons également de la crédibilité au niveau des avocats. Et nous attendons aussi que l'honneur, aussi l'image du maire M. Cornet, puisse être valorisée, remise au goût fixe. Et ce décès nous semble absolument inacceptable. Donc la façon un peu dont ça a été traité, vraiment, ça vous choque? Ah oui. Parce que finalement, le parquet s'excuse un peu de cette maladresse. Ben, c'est difficile à accepter. Je pense que tout à chacun, on ne peut pas se dire que M. Cornet puisse disparaître dans ces conditions. Et ces conditions, effectivement, sont dures. Et c'est la raison pour laquelle Maître Brion, de toute façon, nous assistions avant donc M. Cornet, donc nous le connaissions, Maître Brion davantage. Et il est clair que nous allons tenter de faire de la lumière dans ce dossier. Nous avons également une équipe d'avocats qui nous soutient, dans cette défense. Nous avons également, comme il l'a rappelé, également d'autres médecins, des médecins privés qui vont également analyser le rapport d'expertise, d'autopsie. Et nous allons éventuellement, ça c'est même sûr, faire des demandes complémentaires auprès du procureur de la République, forcément. Tout simplement parce qu'il est aujourd'hui nécessaire d'avancer dans ce dossier. Il est nécessaire également de montrer également, de donner à la famille aussi des éléments qui leur permettraient de faire davantage un deuil honnête, un deuil propre. Parce que là, quand on a effectivement perdu son proche dans ces conditions-là, en plus on parle d'étouffement derrière, c'est vrai, bon, j'ai regardé un petit peu, ça passe assez mal, effectivement. La conclusion, Maître Brion? La conclusion, c'est que moi, j'ai noté durant toutes ces années que M. Cornet a été très bousculé par les services judiciaires, et j'aimerais que les services judiciaires aujourd'hui lui rendent l'appareil, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on renvoie l'ascenseur. Aujourd'hui, on n'a pas arrêté de dire qu'il est mis en cause, alors que les affaires sur lesquelles nous étions en train de travailler étaient en voie d'extinction surtout, et même son casier judiciaire sur l'histoire d'il y a quelques années était en voie d'effacement. Et j'aimerais que pour sa femme et son fils de 4 ans, que la justice ait quelques égards pour la famille Cornet, quelques égards pour sa mère et quelques égards aussi pour la manifestation de la vérité. Laissez-nous travailler et travailler avec nous, ensemble, essayons de savoir ce qui s'est passé avant la mort de M. Cornet et ce qui a provoqué sa mort réellement. Merci beaucoup, Maître Freddy Brion et Maître Jimmy Vérité, tous deux avocats donc de la famille de Cédric Cornet, d'être venus sur ce plateau ce soir. Nous parler donc des résultats d'autopsie, notamment que vous venez tout juste de récupérer. Merci encore. Merci, Monsieur Luce.
Et par l'arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation annule la suspension de maître Charles Nicolas. Le bâtonnier déchu par ses pairs est de retour au barreau de la Guadeloupe. En le suspendant, la Cour d'appel a fait une fausse interprétation de la loi d'une part et le refus de l'application de cette même loi d'autre part. On fait le point avec ce reportage d'Olivier Félix. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui pour moi m'étreint aujourd'hui parce que je reprends mon activité avec toute la défense que doit avoir quelqu'un qui est poursuivi en justice pour des faits qui l'y ont amené. Donc c'est une joie de revenir devant cette juridiction d'assises et c'est surtout une grande joie aussi pour mes clients de savoir que mon cabinet est à nouveau à leur disposition totalement pour pouvoir régler leurs problèmes dans le cadre des procédures dans lesquelles j'interviens, à savoir l'indemnisation des victimes lorsque celles-ci me saisissent. La Cour de cassation a rendu 2 arrêts. Le premier, c'est un arrêt sur les perquisitions qui ont été faites au cabinet du bâtonnier Nicolas, que nous avions critiqué parce que nous estimions qu'il devait être à ce moment-là assisté d'un avocat au moment où les contestations sur la saisie ont été présentées devant le JLD. On nous a dit qu'il avait moins de droits que les autres. Il n'avait pas le droit d'être assisté d'un avocat. Et la Cour de cassation vient de rendre un arrêt en disant que du point de vue des principes généraux, toute personne a droit à un avocat. Et même s'il est avocat, il a aussi droit à un avocat. Le deuxième arrêt, c'est un arrêt du 20 mars qui fait le point sur la procédure lorsqu'un avocat est concerné. Et cet arrêt est un arrêt extrêmement important parce qu'il dit 3 choses. La première, c'est que le Conseil de l'ordre n'est pas partie lorsqu'il est questionné par un juge d'instruction pour savoir s'il faut placer un avocat en situation de non-exercice de sa profession. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'en réalité, la décision qui est prise est une décision qui est immédiatement exécutoire dès lors qu'elle est sollicitée par le juge d'instruction lorsqu'on doit placer un avocat en situation lorsque l'avocat se trouve en situation de contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Basse-Terre avait considéré que dans le cadre d'un premier texte, que c'était ce texte-là qui était applicable et que par conséquent, la décision qui avait été frappée d'appel, l'appel était suspensif et que par conséquent, la suspension du bâtonnier Nicolas courait à compter de la décision rendue par la Cour d'appel sur l'appel qu'il avait formé. Et la Cour de cassation dit 2 choses. Premièrement, la Cour d'appel s'est trompée par une application inexacte du premier texte. Et deuxième chose, elle s'est une deuxième fois trompée par refus d'application du texte qui est réellement applicable à la circonstance. Et pour ces 3 motifs, c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne voit pas ça souvent dans les arrêts de cassation. Pour 3 motifs, l'arrêt a été cassé. Ce qui fait que le bâtonnier Nicolas, ayant déjà exécuté la totalité des 6 premiers mois pour lesquels on l'avait placé en situation de non-exercice dans le cadre du contrôle judiciaire, dès que l'arrêt de la cassation a été rendu, il reprenait immédiatement ses fonctions et que par conséquent, c'est pour ça que vous le voyez là aujourd'hui. Et maintenant, je reçois Steve Nuissier, chargé de projet Microfolie, qui organise demain la fête du court-métrage. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, parle-nous, déjà présente-nous cette fête du court-métrage. En quoi consiste-t-elle ? Alors, en fait, c'est un projet national. Nous, c'est la première édition à la direction de la culture de la ville des Abîmes. En fait, on en participe pour la première année. En fait, c'est un projet qui est organisé au niveau national et qui met en fait à disposition de tous les
les institutions, les collectivités qui sont intéressées, elle met en fait des courts-métrages à disposition. Bien évidemment, il y a quand même une petite procédure. Il faut s'inscrire sur le site et voir cette série de courts-métrages. Alors, en plus, il y a des courts-métrages qui viennent un peu de partout. Parce que là, cette semaine, par exemple, on a fini avec le festival Nouveau Regard qui portait donc sur beaucoup de courts-métrages de la Caraïbe, par exemple. Et là, en fait, c'est vraiment des courts-métrages qui viennent de partout. Donc, il y a des films de Tunisie qui viennent d'Afrique et un peu de partout dans le monde, en fait. Et on a démarré depuis le 21, puisqu'on a des projets avec des scolaires, puisque l'idée, en fait, c'est aussi de présenter des courts-métrages dans les écoles. Et jeudi, c'était donc au lycée Félix Proto aux Abîmes avec une série de courts-métrages sur des films, par exemple, de La Réunion. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des plus petits à la médiathèque Félix Proto. Et là, c'était une série de courts-métrages, par exemple, c'était du dessin animé sur les Jeux Olympiques avec dirons-nous, une thématique un peu en avance, en fait, des Jeux Olympiques du mois de juillet. Donc, parallèlement, il y a eu aussi une autre projection pour le Collège du Bourg. Donc, il y a toujours cette volonté, dirons-nous, de la collectivité de faire profiter aux gens, puisque bien évidemment, pour les scolaires, c'est gratuit, mais même pour le tout public, c'est aussi gratuit. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de mettre à disposition des films. Beaucoup de films, donc beaucoup de courts-métrages. Combien de courts-métrages on peut apprécier? Alors, pour demain particulièrement, on va travailler à l'auditorium à 19h, demain mardi, c'est un libre accès, et il y aura à peu près 5 films, 5 courts-métrages. Donc, il y a une première thématique qui s'appelle la nouvelle création africaine. Donc, il y aura 3 films, dont L'envoyé de Dieu, il me semble. Et il y aura une deuxième thématique qui s'appelle Sport de filles. Et alors, c'est une thématique qui aborde vraiment des difficultés que les filles peuvent rencontrer sur la pratique des sports. Et donc, il y a un film sur des jeunes filles qui sont en banlieue et une qui a vraiment des difficultés à pratiquer, par exemple, le football. Donc, il y a une série de courts-métrages comme ça, c'est des fictions, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de documentaires, c'est des fictions. Et c'est un peu l'esprit du projet, et c'est donc faire partager tout ça. Donc c'est demain, à partir de 19h. Voilà, demain, ce sera donc la fête du court-métrage, la première édition donc à la Ville des Abîmes. Et la collectivité donc vous invite, parce que ça va être gratuit demain, à 19h, on parler de la culture pour voir une série de courts-métrages. Et est-ce qu'on pourra, peut-être sur les autres éditions, est-ce qu'on va négocier pour avoir les courts-métrages guadeloupéens? Oui, alors, tout à fait. Alors, pour la question justement des courts-métrages guadeloupéens, la collectivité, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, on a reçu pendant 4 jours le Festival Nouveau Regard, qui lui a quand même fait un sérieux travail, puisque le Nouveau Regard a fini dimanche. Jusqu'à encore dimanche, personnellement, j'ai vu le court-métrage, le documentaire de Diana Goudrouf, Ma traversée, qui est une Guadeloupéenne qui habite au Canada. Donc pendant une semaine, je crois que la population a eu l'occasion de voir des films d'origine guadeloupéenne et de la Caraïbe. Là, je pense que notre volonté au niveau de la direction de la culture de la Ville des Abîmes, c'est aussi de proposer d'autres courts-métrages et aussi de voir aussi le travail qui se fait autre part. Donc, effectivement, que chaque événement ait son intérêt. On nous regarde un peu plus sur le local, on a des festivals. Oui, tout à fait. Il faut voir l'action. Tout à fait. Il faut voir l'action de la collectivité comme étant quelque chose d'ouverte. C'est-à-dire, l'auditorium reçoit Nouveau Regard qui lui ouvre sur la Caraïbe et nous, la direction de la culture et la microphonie, on ouvrira sur le monde. Tout simplement. Donc, le rendez-vous est donc donné. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Oui, voilà. Demain, 19h, ce sera à l'auditorium au Palais de la Culture Félix Proto. Et donc, on pourra voir. Alors, il y a une petite limite, entre guillemets, c'est que c'est à partir de 12 ans. Il n'y a rien de spécial. Les films n'ont rien de spécial en termes de... Il n'y a rien qui choque, dirons-nous. En tout cas, qui choque par la violence, mais qui choquera forcément par le discours, puisqu'il y a quand même des sujets très intéressants qui sont abordés. Mais ça passera à partir de 12 ans. Et demain matin, d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, on reçoit le collège, la Ville des Abîmes. Donc ils ont leur part. Les petits, on leur part. Et le soir, c'est pour les plus de 12. Oui, exactement. Voilà. Il y a des projections pour les plus jeunes et, dirons-nous, pour le jeune public. Mais là, demain, ça sera un peu pour le tout public à partir de 12 ans. Et ce sera de 19h à 21h.
Merci beaucoup Steve Nussier, je le rappelle chargé de projet Microfolie, d'être venu nous présenter donc le festival du court-métrage. Dernière date, ce sera demain soir pour le tout public, ce sera demain soir donc au Palais de la Culture Félix Proto aux Abîmes. Vous êtes tous conviés, merci encore. Et merci. Voilà. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. J'ai dû un petit peu modifier le format, excusez-moi, mais effectivement, comme on recevait l'avocat de la famille Cornet, j'ai fait un petit peu plus long, enfin beaucoup plus loin que prévu. On passera les sujets du jour, je les repasserai demain. Veuillez m'excuser encore. Mais en tout cas, merci à vous de nous suivre. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Bisous tout le monde.